Donc, deuxième partie, vers un pilotage intelligent du cerveau. Donc ici, intelligent, on va essayer de définir ce que ça veut dire par rapport aux différentes approches qu'il y a de l'intelligence artificielle. Donc, on part du cerveau et on a envie de récupérer un signal. De ce signal-là, on va le traiter. Essayer de définir des motifs qui nous permettent de savoir si on est dans le profond, dans le trop profond, si c'est OK, si c'est trop léger. Enfin, trouver des états, comme dans la météo. Est-ce qu'on peut trouver des états qui caractérisent, pas simplement quand c'est trop profond, mais des états intermédiaires. Comme ça permet de savoir dans quelle direction le cerveau va. Et une fois qu'on a ça, donc la difficulté, c'est la prédiction. Et donc pour la prédiction, c'est là où on a besoin de modèles. C'est là où on a besoin, alors soit des modèles classiques de la physique pour avoir une prédiction à partir de paramètres qui sont estimés, soit on n'a pas de modèle, on ne comprend pas ce qui se passe, mais on regarde la statistique, et la statistique nous définit en fait la prédiction. Ensuite, une fois qu'on a une prédiction, il faut prendre une décision sur la dose, c'est ce qu'on appelle la partie pharmacocinétique, savoir est-ce qu'on augmente ou est-ce qu'on diminue. Là, eh bien, une fois qu'on a pris cette décision et on sait de combien on change, il faut donner la bonne dose, la moduler et envoyer ça au cerveau. Et c'est finalement cette boucle qu'on appelle la boucle de rétrocontrôle, de ce qu'on appelle la boucle fermée, qui a fait rêver tout le monde et qui aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ne fonctionne pas, puisque le cerveau du patient n'est pas capable automatiquement de générer sa propre décision pour avoir une dose optimale. Néanmoins, donc, nous, on a développé une technologie, donc là, je parle au nom de la startup SignalMedPlus, qui a développé une technologie qui permet en fait quasiment d'avoir la boucle en utilisant des informations à la fois EEG, hémodynamique et de respiration, et qui est basée sur des modèles qui sont de plus en plus perfectionnés. Mais néanmoins, au jour d'aujourd'hui, le pilote reste sous contrôle évidemment du praticien qui décide de la dose, mais je dirais on se rapproche d'une aide automatisée, un peu comme le pilotage automatique dans les avions. Voilà, donc on a la supervision que j'ai rajoutée ici, vous voyez la petite figure, la supervision de l'anesthésiste qui reste nécessaire, mais qui pilote comme un pilote d'avion qui peut piloter en fait et moduler cette boucle de sorte que ça peut à la fois faire gagner du temps et une fois qu'on a une boucle stable, évidemment ça permet d'avoir une certaine fiabilité et de confiance par rapport au monitoring, à l'algorithmique. Donc on va commencer par la première partie, la première boîte, c'est comment on récupère de l'information, comment on la nettoie. Donc ça, c'est des algorithmes qui ont été développés il y a quelques années. Donc je vais vous parler des premiers algorithmes de détection de perte de conscience. Donc on peut utiliser des électrodes, faire la moyenne sur ces électrodes du signal, calculer des puissances associées à ce signal. Et on peut évidemment, comme il y a un changement dans la dynamique des différentes bandes de puissance, donc là on voit en fonction du temps, on peut mesurer à quel moment une fréquence, par exemple, typiquement les fréquences hautes, bêta, gamma, elles diminuent drastiquement, ici en bleu, et donc ces moments-là vont nous donner le moment en fait de perte de conscience. Et on peut rajouter d'autres types d'informations ici, c'est avec les différentes couleurs sur les autres types de puissances pour savoir comment en fait les autres puissances apparaissent. Donc ça permet en fitant des courbes, ici on a pris des sigmoïdes
1 sur 1 plus exponentielle de quelque chose, plus des constantes qu'on rajoute, pour connaître le point où on va définir ce point comme le point de perte de conscience, bien que ce soit plus compliqué que ça, mais enfin on va dire que c'est le point de perte de conscience d'un point de vue fréquentiel, d'un point de vue disparition des bandes de haute fréquence et apparition de la fréquence de la bande alpha. Donc typiquement ici ça nous donne des repères qui sont à la fois pour le clinicien mais aussi des repères pour l'algorithme. Ça veut dire que c'est le moment où ça commence. Voilà, donc typiquement, on voit ici ce point de ce qu'on appelle loss of consciousness, qui se traduit ici par un changement de la statistique du signal, qui ne se voit pas nécessairement à l'œil nu, mais qui est quantifié grâce à ces éléments de puissance. Donc ça nous permet d'avoir une détection automatique du moment de on va dire, le début où le cerveau se met dans un état avec une dominance de la bande alpha qui est caractéristique de l'anesthésie. Alors, il y a besoin souvent d'enlever des artefacts qui peuvent venir de mouvements oculaires ou de mouvements de muscles. Donc typiquement ici, on a 2 exemples d'artefacts de mouvement qui sont en noir, ou ici un artefact de mouvement oculaire lié au dipôle de l'œil quand l'œil bouge. Et il faut l'enlever parce que sinon ça contamine l'analyse. Donc là, on a des algorithmes qui font passer du noir au bleu. Donc encore une fois, je ne rentre pas dans le détail ici pour cette discussion, on va dire, élargie de l'anesthésie. Donc ça, ce sont des algorithmes qui ont été développés en utilisant ce qu'on appelle des décompositions en ondelettes. Donc je ne rentre pas dans ce détail-là aujourd'hui. Voilà, donc typiquement ça c'est aussi le muscle en noir, hein, et on voit comment on peut enlever cette composante-là de sorte à avoir le signal bleu qui reste continu. D'un point de vue énergie, l'énergie reste continue. À chaque fois qu'en fait, l'idée de ces algorithmes-là, c'était d'enlever la discontinuité de l'énergie. C'est-à-dire qu'un artefact crée une discontinuité de l'énergie, et donc en fait, il faut pouvoir la soustraire. Et en la soustrayant, on peut revenir du noir au bleu, hein, typiquement sur ces 3 exemples. Voilà, donc ça c'est la statistique de l'EEG, de ces décompositions en ondelettes, et on voit que en fait, la statistique de l'EEG par rapport à la statistique des autres composantes, elle est très différente à différentes échelles. Donc en fait, c'est assez facile d'enlever, de soustraire une statistique qui a ce type de comportement, ce type de distribution par rapport à une statistique de l'EEG. Voilà, donc ça c'est pour montrer que c'est grâce à cette statistique différente qu'on peut arriver à nettoyer l'EEG de ses composantes d'artefacts. Donc pour ceux qui sont intéressés, hein, on avait publié un principe il y a quelques années dans Transaction I3E. Donc le principe de l'algorithme, je vais peut-être en parler un tout petit peu, parce que c'est une soustraction. Donc on a un signal de référence. Donc imaginez ce signal de référence et qui nous donne l'état normal du cerveau. Et ensuite on a un état ici qui apparaît où il y a un artefact. Et donc ça veut dire que la statistique de cet état-là diffère de la statistique de cet état de référence. Et donc on veut soustraire la statistique de cet état de référence par rapport à cet état artefacté. Et donc pour ceux qui sont un petit peu versés dans les mathématiques, on regarde la distribution des coefficients d'ondelettes, leur cumulative. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer cette cumulative à la fois pour le signal qu'on a au temps t et le signal de référence. Et on va dire que la différence qu'il y a, c'est en fait la transformation qu'il faut appliquer à ce signal-là pour qu'il soit au même niveau statistique, en tout cas de la puissance, que la référence ici. Et donc ça nous fait passer
la courbe orange à la courbe verte. Et donc ça correspond à cette transformation dans l'espace des coefficients. Voilà, donc en gros ça diminue ces fortes amplitudes pour avoir des amplitudes qui soient acceptables. Et en fait, ça nous permet d'avoir un signal qui est corrigé avec des coefficients d'ondelette qui sont projetés sur l'espace de référence du signal initial. Donc, si on ne corrige pas, là, typiquement, on a un artefact, et si on ne le corrige pas, cet artefact, en fait, il va interférer sur le spectrogramme. Et ça permet d'avoir des prédictions ou des calculs qui sont incorrects pendant ces moments-là où il y a eu cet artefact, et plus, puisqu'il corrompt en fait toute une fenêtre glissante qui peut aller jusqu'à la dizaine de secondes, voire plus. Et si on arrive à le corriger, vous voyez ici, il n'y a pas de problème, c'est corrigé. Donc encore une fois, voilà des exemples où on voit l'effet des artefacts avec les bandes. Et là, c'est l'effet juste ici où c'est corrigé. Bon, là, il n'y a plus ces bandes qui perturbent le calcul. Donc voilà, artefacts, on peut les enlever et ça permet d'avoir un signal qu'on peut utiliser pour faire des calculs et de la segmentation. Donc quantifier le temps de réponse du cerveau, et donc ça c'est aussi intéressant. Donc là je vous ai parlé des artefacts, maintenant on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de changer d'état. En physique c'est très clair, quand on a de l'eau et que ça devient de la glace, il y a un changement d'état qui est caractérisé par un changement de structure. Le problème c'est que dans le cerveau, c'est pas aussi évident. Donc le changement de structure, c'est caractérisé en fait par un changement de l'état de l'EEG. On passe d'un EEG avec des fréquences rapides à un EEG avec des fréquences lentes. Et ce qui est intéressant, de même qu'en physique on peut mesurer le temps de ces changements d'état, là ce qui est intéressant c'est de mesurer le temps de ces changements d'état, c'est-à-dire passer d'un état, on va dire, où un EEG présente les caractéristiques rapides à un état où il présente des caractéristiques lentes. Et par exemple, quel est le premier temps d'apparition de la bande alpha? Donc ça caractérise un état. Ou quel est le temps où on va avoir une disparition de la bande alpha? Ou quel est le premier temps où on va avoir l'apparition d'un état isoélectrique, d'un EEG isoélectrique. Et donc ça veut dire que ces temps-là, en fait, sont des temps caractéristiques qui nous donnent une information sur le patient. Si le patient est très sensible, ces temps vont être très courts. Si le patient n'est pas sensible, ces temps vont être beaucoup plus longs. Donc le fait de calculer ces temps dès le début nous donne une information pertinente sur la sensibilité du patient aux doses auxquelles il a été soumis. Donc on arrive ici, on commence à aller vers quelque chose de personnalisé qui peut être quantifié et donc qui peut être transformé en un algorithme. Voilà, donc ça montre encore une fois comment des temps caractéristiques peuvent être utilisés pour quantifier l'état cérébral et la sensibilité d'un patient. Donc, on peut traduire ça mathématiquement, hein. Le temps d'arrivée des segments isoélectriques, c'est le premier temps, tel que l'EEG est plus petit qu'un certain seuil. Alors, la difficulté, c'est de trouver ces seuils. Ces seuils peuvent être des seuils adaptatifs. Et encore une fois, si on demande à des algorithmes intelligents de machine learning de trouver ces seuils, on arrive à quelque chose d'assez hétérogène qui n'est pas encore utilisable aujourd'hui. Donc là, c'est le second temps. Quel est le premier temps où l'EEG n'a plus de bande alpha? Donc ça, c'est aussi un temps caractéristique qui est intéressant de calculer. Et on peut calculer aussi le pourcentage de suppression, c'est-à-dire le pourcentage de jaune, de bande jaune ici qu'on a dans cette fenêtre. Et ce pourcentage donne des éléments intéressants à utiliser pour faire de la prédiction. En particulier la pente au temps t égale à 0, mais à n'importe quel temps, elle peut être utilisable.
Voilà, et donc on avait émis il y a très longtemps ce principe que des suppressions de la bande alpha pouvaient amener des suppressions isoélectriques avec quelques minutes d'avance. Et donc ça, c'était caractérisé par le fait que lorsqu'on regarde la statistique de ces éléments qui sont jaunes ici segmentés en fonction du temps, eh bien, ils apparaissent, donc ça c'est en fonction du temps, et ça c'est leur apparition, on voit qu'ils apparaissent avant le rouge. Donc ça veut dire que si on regarde le temps entre cette ligne-là, la ligne Y égale constante, entre ce point-là et ce point-là, on voit qu'il y a quelques dizaines de secondes, et donc on peut arriver à prédire ce qui va se passer avec un certain temps en avance. Le problème avec cette méthode, c'est que c'est patient dépendant, et donc il n'y a pas d'universalité dans cette application, et donc il faut être beaucoup plus fin dans l'utilisation pour un patient donné, bien que statistiquement, on peut voir cette tendance corrélative générale. Donc, un des premiers algorithmes qu'on a développé il y a plus de 5 ans, c'était d'essayer de trouver une façon de prédire la sensibilité d'un patient dès le début de l'anesthésie. Donc on a une fenêtre glissante, on calcule le pourcentage d'ondes lentes ici en bleu, la disparition des ondes alpha en jaune et la disparition totale de ces ondes, ce qu'on appelle des IES. Et donc on regardait le pourcentage, la fraction de ces différentes puissances à travers des fenêtres glissantes. Et ça nous donnait une information statistique intéressante, et en particulier, en combinant le premier temps d'apparition de cette suppression-là, de la suppression alpha et de la suppression isoélectrique, en combinant ces informations-là avec la pente d'apparition des alpha-suppressions, on pouvait définir donc ces trois paramètres que je viens de définir là, l'occurrence des suppressions alpha, l'occurrence des suppressions totales et la pente alpha. Ça, en les combinant, en regardant quand est-ce que l'une arrive avant l'autre, donc soit la première, soit la deuxième, soit la troisième, on arrivait à un arbre de décision élémentaire qui permet de savoir finalement quelle est la probabilité d'avoir un patient sensible, sachant, donc probabilité conditionnelle, sachant qu'on a eu une alpha-suppression ou une suppression isoélectrique à un instant donné. Et au bout de 10 minutes, on regardait si on avait eu un deuxième événement, et au bout de 15 minutes, voir si, à partir des trois événements-là, qu'est-ce qu'on avait. Et on a entraîné un modèle sur une base de données qui nous permettait d'avoir la prédiction d'avoir un patient sensible au tenté. Donc autrement dit, si on a un patient qui est anesthésié, sachant la base de données, sachant l'entraînement, on pouvait avoir une information sur la sensibilité de ce patient. Autant au bout de 10 minutes, donc après la période d'induction. Donc là, c'est ce qui est illustré ici, en fonction du temps. On avait un premier checkpoint à 5 minutes, un deuxième à 10 minutes et un troisième à 3 minutes. Et on regardait l'apparition de ces trois événements-là. On utilisait la base de données qui nous donnait une inférence sur ces probabilités conditionnelles. Et donc, ça nous permettait de connaître la sensibilité d'un patient. Donc, autrement dit, à 5 minutes, on avait une estimation. À 10 minutes, on était sûr. À 15 minutes, on avait une confirmation. Voilà, donc maintenant on va aller vers un cerveau qui pilote sa dose. Donc je vais donc vous remontrer le schéma donc dit initialement, c'est-à-dire que on a discuté de l'enregistrement du cerveau et maintenant on va essayer d'interpréter, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est dans le trop léger, dans le trop profond, avant de rentrer dans la partie modélisation, pharmaco et intelligent, la partie intelligente de cette boucle-là. Donc là, je vais peut-être présenter là les informations précises de comment le système fonctionne, et je vous propose de regarder ça dans la prochaine vidéo.